Peut-être que vous, qui regardez cette vidéo, vous avez envie de réussir dans le football, mais vous ne savez pas comment. Eh bien, heureusement pour vous, je suis là. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 techniques, malhonnêtes, ok, bon, d'accord, mais 5 techniques tout de même pour réussir dans le football. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Est-ce que, comme moi, à un moment donné dans votre vie, vous avez caressé l'espoir de devenir joueur professionnel? Moi, je m'entraînais énormément tout seul pour ça. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, le travail, mentalité Cristiano Ronaldo. Force est de constater que ça n'a pas marché. Mais c'est pas pour autant que je vais me laisser abattre et que je vais pas réussir dans le football. Et c'est pas pour autant que vous pouvez pas réussir dans le football si vous n'êtes pas devenu joueur pro. Et c'est là qu'entrent en jeu mes fameuses 5 techniques. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles s'adressent à absolument tout le monde. Que vous ayez déjà un pied dans le milieu ou que comme moi, vous soyez un simple observateur extérieur. Première technique, c'est la plus facile, mais c'est pas forcément la meilleure. On ne peut pas tout avoir. Et puis je suis pas Merlin l'Enchanteur non plus. Soyez pas trop exigeants dès le début comme ça. Cette première technique, elle consiste à parier sur quelle équipe obtiendra la première touche lors d'un match. Cette technique, je l'ai apprise dans le livre The Secret Footballer. Il faut savoir que bon nombre d'équipes qui jouent à domicile, si elles gagnent le tirage au sort, elles vont préférer choisir de quel côté elles attaquent en premier plutôt que d'avoir le ballon en premier. Et puis, les équipes visiteuses qui gagnent le tirage au sort, souvent elles préfèrent avoir le ballon en premier. En fait, les équipes qui jouent à domicile, en deuxième mi-temps, elles préfèrent toujours attaquer en face de leurs supporters parce que ça leur donne plus d'énergie. Et du coup, si vous savez que les équipes à domicile, qu'importe l'issue du tirage au sort, elles vont pas avoir le ballon en premier, ça veut dire que l'équipe visiteuse aura le ballon en premier et c'est clairement sur cette équipe que vous devez miser votre argent. Parce que ce qui se passe souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que l'équipe visiteuse, elle a la première possession, elle fait une passe centrale et là, un central ou un milieu de terrain, qu'est-ce qu'il fait? Boum devant et le ballon part souvent en touche. Mais vous êtes naïf ou quoi? Vous croyez que c'est pourquoi ça? Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui a misé sur le fait que cette équipe aurait la première touche du match, évidemment. Et quand je dis beaucoup de monde, c'est notamment, voire surtout en fait, les 22 acteurs sur le terrain, c'est d'ailleurs pas rare qu'ils fassent des petits arrangements entre eux à l'avance. Ça n'a aucun intérêt sinon, vous acceptez d'avoir le ballon et de 2 secondes d'après l'avoir perdu bêtement comme ça? Non, il y a des intérêts cachés derrière. The Secret Footballer, il dit que dans une saison, il y a moyen que vous remportiez 75% de vos paris si vous êtes joueur d'une équipe et que vous pariez sur le fait que la première touche sera contre vous. Pourquoi? Parce que si vous jouez à l'extérieur, il y a de fortes chances que l'équipe qui joue à domicile accepte de vous offrir le ballon. Du coup, ça fait déjà 50% de vos matchs. Et puis, les matchs que vous jouez à domicile, eh ben, vous avez 50% de gagner le tirage au sort. Si vous le gagnez, vous octroyez le ballon en premier. 25% supplémentaire, du coup 75% de chance de vous en sortir avec une mise gagnante. Alors, c'est une pratique qui est assez courante, chez les joueurs. Un temps, je sais pas trop si c'est le cas actuellement, parce que les joueurs depuis 2014 ont plus le droit de parier sur rien du tout. Mais bon, si vous faites parier un proche, il y a moyen de vous en sortir. Et puis là où ma technique est fantastique, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un joueur professionnel. Si vous êtes un observateur extérieur, il faut juste un petit peu travailler. Je ne vais pas non plus vous servir les choses sur un plateau d'argent. Il faut un peu regarder les régularités statistiques et là, vous avez moyen de vous faire un peu d'argent. Deuxième technique, et celle-ci, elle s'adresse aux dirigeants des clubs de football. Si vous êtes dirigeant d'un club, vous avez un problème, c'est que les joueurs, ils coûtent beaucoup trop d'argent. Parfois, c'est jusqu'à 70-75% du budget total d'un club qui passe dans le salaire des footballeurs. Dans certains pays, en plus, le taux d'imposition sur le salaire des footballeurs il s'élève à 50%. Vous payez un joueur va vous coûter 10 millions pour au final que ce dernier ne reçoive que 5 millions de salaire net. Bref, c'est très problématique et il faut trouver une technique pour pas que les joueurs vous coûtent autant. Alors, une façon de le faire, c'est de payer une partie du salaire de vos joueurs ou de votre entraîneur sur un compte qui est dans un paradis fiscal. Parce que comme on est dans un paradis fiscal, il y a très peu de transparence et les gens sont moins susceptibles de venir vous embêter par la suite. Par exemple, Manchester City payait une partie du salaire de Roberto Mancini sur un compte offshore dans un paradis fiscal. Fantastique, non? Comme ça, on économise plein d'argent. Autre technique sinon, verser une partie du salaire du joueur à une entreprise qui a, comme par hasard, s'avérera avoir des liens avec le joueur en question. Falcao, il recevait à l'Atlético de Madrid une partie de son salaire de cette façon-là. Tous les montages
financiers sont possibles, et puis les montages originaux sont bienvenus d'ailleurs. Autre technique pour économiser de l'argent, et ça c'est peut-être un peu plus favorable aux joueurs qu'au club, payer une partie du salaire du joueur en droit d'image, le plus possible si on peut, parce que les droits d'image ne sont pas soumis à la même imposition que les salaires. En Espagne, par exemple, on peut payer jusqu'à 30% du salaire du joueur en droit d'image. Et puis dernière technique, céder ces droits d'image, les droits d'image du joueur à une autre entreprise qui sera située dans un pays avec une fiscalité avantageuse, typiquement l'Irlande ou les îles Vierges britanniques, si vous voulez vraiment faire les choses en grand. Di Maria, c'est ce qu'il a fait, il a cédé une partie de ses droits d'image à une société qui était dans un pays avec une imposition favorable. Et du coup, il recevait une partie de son salaire en droits d'image, avec une imposition moindre que les impositions sur le salaire, dans un pays où l'imposition de base, elle était déjà vraiment très faible. S'il y a bien un pays spécialiste de ces montages-là, c'est l'Espagne évidemment. On va faire une petite liste de tous les gros joueurs qui ont été condamnés pour fraude fiscale en Espagne. Vous êtes prêts? Accrochez-vous. Diego Costa, Falcao, James. James, il gagnait son argent en Espagne, il réside en Espagne, mais il se déclarait non résident. C'est avantageux pour les impôts, mais c'est un peu gros quand même. Modric, Casillas, Carvalho, Pepe, Di Maria, Özil, Contrao, Marcelo. Bref, on pourrait faire un 11 du Real Madrid avec tous les fraudeurs du fisc. À sa tête, on aurait même un entraîneur, José Mourinho. Est-ce que c'est une coïncidence que beaucoup de ces joueurs-là et de cet entraîneur-là sont représentés par un agent qui s'appelle Jorge Mendes? Bah, évidemment que c'est une coïncidence. Est-ce que c'est une coïncidence qu'on retrouve souvent les mêmes montages financiers avec des sociétés en Irlande, dans les îles Vierges britanniques, au Panama, de l'argent qui revient sur des comptes en Suisse pour profiter du secret bancaire? Ah, mais ça aussi c'est une coïncidence. Franchement, je vous aime beaucoup comme communauté, mais quand vous avez ce petit air suspicieux là, beaucoup de joueurs du Real Madrid ont été épinglés, mais les joueurs du Barça ne sont pas en reste non plus. Neymar, Mascherano, Alexis Sanchez et Léo Messi. Alors juste un petit conseil d'amis que je vous donne, il ne faut pas que la fraude elle soit trop grosse parce qu'il faut quand même que vous puissiez vous en sortir devant la justice en faisant soit un pacte avec la justice ou alors que vous écopiez pas d'une peine de prison supérieure à 2 ans. Messi et Ronaldo, mais c'est les meilleurs exemples. Messi, peine de prison 15 mois, en dessous de 2 ans, on est bon. Cristiano Ronaldo, peine de prison de 24 mois, pas plus de 2 ans, on est bon. Prison avec sursis en fait, parce que si vous écopez d'une peine de plus de 2 ans de prison en Espagne, vous allez passer du temps en prison, et là c'est un peu compromis pour votre carrière de joueur de foot. Troisième technique, celle-ci c'est vrai qu'elle demande plus de travail sur le long terme, mais elle garantit un succès quasi certain, et franchement vu les sommes d'argent qui est en jeu, c'est pas un succès mineur. Alors, je ne veux pas non plus trop empiéter sur le terrain de Romain Molina parce que c'est lui le spécialiste de ces affaires-là, mais il faut savoir que le marché des transferts est tellement peu régulé, tellement opaque, la FIFA a tellement perdu le contrôle de ce marché-là qu'il y a possibilité de toucher des commissions qui que vous soyez. Vous participez au transfert, comme vous avez participé au transfert, vous devez toucher une commission. Au final, même si vous n'avez pas participé du tout, mais comme je vous dis, c'est tellement opaque, on va dire que vous avez participé au transfert, vous pouvez choper des commissions facilement. Que vous soyez directeur sportif, ça va contre l'intérêt de votre propre club parce que votre club vous paye un salaire de directeur sportif, vous n'avez pas besoin de toucher en plus des commissions que le club va vous payer. En Italie, c'est très commun, mais que vous soyez directeur sportif, que vous soyez entraîneur, vous acceptez pas qu'un joueur signe dans votre club si vous touchez pas de commission, ou alors vous acceptez seulement que les joueurs qui sont possédés par le même agent que vous viennent dans votre club. Rudy Garcia à l'OM, c'est l'exemple peut-être le plus criant. Que vous soyez éducateur aussi, vous pouvez toucher des commissions, que vous soyez recruteur, vous pouvez toucher des commissions, vous avez découvert le jeune, franchement, vous méritez un petit billet quand même, non? Que vous soyez membre de la famille, je suis toujours impressionné parce que la famille Neymar s'est fait un argent fou grâce à leur fils, vous faites de l'argent grâce à vos enfants, c'est la poule aux œufs d'or, c'est assez fantastique. Vous avez la possibilité aussi de vous inventer à peu près n'importe quel rôle dans l'entourage du joueur, préparateur physique, cuisinier si vous voulez, chauffeur, bref, c'est vraiment la porte ouverte à la prise de commission multiple. Et ça, c'est pas merveilleux? C'est la magie du football, non? Quatrième technique, et celle-ci, très peu de monde la connaît, j'en suis très fier parce que c'est quasiment une exclusivité mondiale que je vous présente là. Ok, vous êtes joueur de foot. Votre équipe marque un but à la limite du hors-jeu. Vous allez célébrer, mais pas trop, hein, avec modération. Parce que, après tout, il y a la possibilité que le but soit annulé et vous, il faut montrer un peu de bonne volonté, de coopération. Vous avez compris le fonctionnement du VAR, de l'arbitrage. Il faut montrer patte blanche, célébrer avec modération et vous revenez rapidement
dans votre camp pour attendre le verdict définitif. On espère quand même que le verdict va tarder à se faire parce que voilà, ça se joue à une question de centimètres. But accordé, fantastique. Qu'est-ce que vous faites là? Vous partez à 10 et vous sprintez à 10 dans le camp adverse vers le poteau de corner parce que c'est le point le plus éloigné dans le camp adverse, et là vous célébrez avec beaucoup d'effusivité quel but vous venez de marquer, quelle joie vit en vous. Il faut vraiment montrer de la cohésion collective, vous passez vraiment un très très beau moment, vous vous félicitez tous, vous vous congratulez les uns les autres, vous perdez vraiment plein de temps. Et ensuite vous revenez à 10 en marchant dans votre propre camp, parce que là il faut dire que le nombre que vous êtes joue en votre faveur. L'arbitre ne peut pas distribuer 10 cartons jaunes parce que vous avez perdu du temps. Vous avez perdu du coup un max de temps, hein. Vraiment vous avez perdu plein de temps. Vous allez me dire mais c'est bête en fait parce que tout ce temps que vous avez perdu, l'arbitre il va le rajouter dans le temps additionnel. Eh ben non, parce qu'en fait le temps qui a nécessité l'intervention de la VAR, il est rajouté dans le temps additionnel seulement si l'arbitre finit par aller consulter la VAR dans son petit moniteur. Pour toutes les autres interventions de la VAR, on ne rajoute pas de temps additionnel. Cette technique, c'est un peu une évolution de ce qu'Ivanovic avait fait en 2014 sous Mourinho lors du match retour contre Liverpool. À chaque fois que le gardien de Chelsea allait dégager le ballon parce qu'il y avait 6 mètres, Ivanovic il sprintait dans le coin adverse pour se situer le plus loin possible de son gardien. Une fois qu'il était là-bas, le gardien avait déjà perdu encore un petit peu de temps, le gardien levait la main et disait je peux pas dégager, j'ai mal là, il faut qu'un défenseur fasse le 6 mètres à ma place. Du coup Ivanovic, qu'est-ce qu'il faisait? Il devait redescendre tout le terrain, il redescendait bien moins rapidement que ce qu'il l'avait monté. Il arrivait à côté du gardien et là il faisait le 6 mètres. Chelsea avait de cette façon-là perdu une tonne de temps. Il faut toujours s'inspirer des meilleurs. Cinquième et dernière technique. Cette technique-là, elle est un peu grosse, je vous l'accorde, mais quand vous avez de l'argent, parce que dans cette technique, vous aurez de l'argent, évidemment grâce à mes techniques précédentes, si vous avez bien suivi, merci de m'avoir suivi d'ailleurs, vous avez vu, ces techniques, ça marche, c'est fantastique. Vous pouvez faire absolument ce que vous avez envie quand vous avez de l'argent. Le problème, c'est que voilà, on a un truc qui s'appelle le fair play financier qui est un peu contraignant, ça nous empêche de faire absolument ce qu'on a envie. Alors c'est vrai qu'il y a des façons de le contourner. Le jour où je suis en train de tourner la vidéo, c'est le jour où la sanction a été annulée contre Manchester City, mais quand même, il ne faut pas non plus trop jouer avec le feu. Alors on va dire que vous êtes un grand club européen avec des ambitions. Le fair play financier vous freine. Qu'est-ce que vous faites? En tant que propriétaire, vous achetez un club obscur à peu près où vous voulez, on va dire en 3e division belge, parce que ça doit être le paradis là pour faire les affaires, la Belgique en plus la 3e division, personne ne s'y intéresse. Vous achetez évidemment un club qui n'est pas sujet au règlement du fair play financier, qui ne va pas jouer les compétitions européennes, il ne faut pas non plus acheter Anderlecht quoi. Et avec ce club de 3e division belge, vous achetez, on va dire, Jadon Sancho. Comme vous n'avez pas de fair play financier sur le dos, vous n'avez aucune limite au fait d'acheter Jadon Sancho. Jadon Sancho, vous le prêtez au club, votre club principal qui joue les compétitions européennes et qui lui est sujet au règlement du fair play financier, et comme ça, Jadon Sancho peut jouer dans le club qui joue les compétitions européennes sans que ce club-là n'ait eu à débourser le moindre centime, sans que ce club-là ne soit inquiété par le fair play financier. C'est un peu gros, c'est vrai, parce que ça revient à instrumentaliser les clubs, mais voilà, si vous prenez un club de 3e division belge qui n'a aucun supporter, personne ne s'intéresse, on ne devrait pas trop non plus vous poser de problème, il faut être un peu fin quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Une fois n'est pas coutume, j'ai adopté un ton un peu plus sarcastique, un peu plus léger, parce que je suis d'avis que quand on voit toutes ces pratiques néfastes qui ont lieu dans notre football, toutes ces magouilles, tous ces gens qui n'ont pas du tout d'égard pour le beau sport qu'est le football, mais qui voient en lui seulement un moyen pour s'enrichir et ou frauder, il faut peut-être adopter un ton un peu plus détaché, un peu plus risible, pour pouvoir continuer à aimer notre football, parce que sinon on devient un peu fou et on devient très négatif à son encontre, on devient presque un peu nihiliste parfois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans une semaine, dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!